La révolution Internet que nous venons de vivre, ou plutôt que nous sommes en train de vivre, engendre un basculement majeur dans nos sociétés, comparable en importance à l'invention de l'imprimerie mobile par Gutenberg au XVe siècle. Alors comment expliquer en 20 ans de telles transformations dans de si nombreux domaines et pourquoi un tel succès public? L'Internet, Internet Works, est né au départ d'une demande en recherche-développement du département de la Défense américain. La crise des missiles de Cuba avait montré en 61-62 qu'une guerre nucléaire était possible. Un système centralisé de communication militaire était donc vulnérable à ce type d'attaque. Il fallait créer un réseau décentralisé pour les communications militaires. Donc en 1969, l'agence ARPA du ministère de la Défense, Advanced Research Project Agency, met en place le premier réseau de téléinformatique, l'ARPANET. Le réseau ensuite se divise en deux. La partie militaire du réseau est isolée et devient Melnet, tandis que l'ARPANET devient civil et prend son envol, notamment avec l'invention du courrier électronique en 1972, avant d'être intégré à la National Science Foundation américaine. La suite est mieux connue lorsque les opérateurs privés prennent le relais en termes de financement et d'organisation. C'est ainsi qu'est né Internet. Maintenant, faites le test autour de vous. Vous verrez, Internet, tout le monde l'utilise, mais tout le monde se perd dans le vocabulaire et personne ne sait vraiment comment ça marche. Alors, il y a deux dimensions dans Internet. L'une matérielle, avec des infrastructures, les câbles, les serveurs, les unités centrales, les routeurs. L'autre immatérielle. Les protocoles comme HTTP, les langages comme HTML, les applications diverses telles que la messagerie, des services tels que le web, les 3 W, ce World Wide Web que nous utilisons tous, est un service d'accès à des données multimédia réparties dans des serveurs à travers le monde. Internet est donc devenu un terme générique qui englobe des services et des usages différents. Et tout cela a engendré un considérable flux d'échanges de données à travers le monde. Ces échanges, par connexion, sont invisibles. Pour cette raison-là, donc, on ne peut pas les cartographier. Alors, pour vous rendre visibles ces flux de connexion à travers le monde, nous avons voulu vous montrer le travail d'un artiste, un graphiste américain qui s'appelle Chris Harrison, et qui est parvenu à spatialiser ces échanges. Cette première représentation des flux Internet nous permet de voir que la circulation de données est très importante en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, et on parvient facilement à reconstituer la géographie de ces régions dont on peut deviner les principales villes. Maintenant, si on se place à une échelle mondiale, on repère les grandes densités de circulation. On a ainsi la représentation de cette société globale de l'information, comme on l'appelle. Sauf que justement, cette société n'a rien de global. Le monde où nous vivons est loin d'être complètement connecté, la géographie d'Internet étant la copie conforme de la géographie de l'économie mondiale. Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, côte est de l'Australie, Japon, sont les principaux lieux connectés, et c'est donc la même carte que celle des pays de l'OCDE. Ces circulations s'appuient sur toute une dimension concrète, matérielle, avec des infrastructures. Et à cet égard, une cartographie des câbles sous-marins révèle bien les disparités mondiales. L'essentiel des réseaux câblés relie le continent américain, l'Europe, l'Asie, et le continent africain semble être délaissé par cette toile, car les infrastructures fixes manquent sur ce continent. Actuellement, la Banque mondiale et la Banque de développement d'Afrique du Sud achèvent le réseau de câbles Eastern Africa Submarine System. On le voit sur la carte. Il est long de près de 10 000 km et c'est une initiative du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, afin de connecter les pays d'Afrique de l'Est au reste du monde grâce à une fibre optique à très haut débit. Car aujourd'hui, l'Afrique, à l'exception des grandes villes côtières ou des capitales, est peu connectée. Il y a à peu près 67 millions d'internautes, soit 7% de la population totale du continent africain. Et pourtant, cette carte du continent ne reflète pas vraiment la réalité sur place. Car devant l'insuffisance des infrastructures nécessaires aux services filaires, s'est développé le haut débit sans fil
grâce à la téléphonie mobile. Le taux de couverture GSM, pour Global System for Mobile Communication, atteignait 10% en Afrique en 1996 et il devrait atteindre 80% en 2010. Avec l'énergie venant des panneaux solaires, les antennes WiMAX, par exemple, peuvent offrir une couverture de plusieurs dizaines de kilomètres. Regardons plus précisément le cas d'un pays comme le Kenya. Seulement 38% des Kenyans ont accès à une banque, et pourtant 86% d'entre eux utilisent les services de transfert d'argent. Et comme le taux d'équipement en téléphone portable dépasse dans ce pays les 50%, le principal opérateur du Kenya, Safaricom, a décidé d'investir dans le segment des transactions bancaires à partir d'un téléphone portable. Ce qui fait qu'en tapant un code secret avant le transfert, les utilisateurs peuvent envoyer des sommes d'argent par SMS sur tout le territoire, sommes que l'on retire ensuite dans les magasins de téléphonie mobile. Alors ces exemples pour vous montrer que certains pays du continent africain, par ce que permet la technologie, sautent ainsi deux étapes. L'étape de l'infrastructure fixe pour l'électricité et l'étape du service filaire pour le téléphone fixe. Bien, poursuivons notre description et notre regard critique en allant voir maintenant du côté des noms de domaine. Aujourd'hui, on peut créer un site ou un blog et le mettre en ligne, c'est-à-dire rendre son accès ouvert au public. Pour cela, il faut déposer un mot ou une suite de mots pour que cela soit identifié par un moteur de recherche ou mémorisable par un internaute. Ce mot, c'est le nom de domaine. On a créé les noms de domaine pays pour pouvoir les différencier géographiquement. .fr pour la France, .be pour la Belgique, .de pour l'Allemagne, .no pour la Norvège, .ma, c'est le Maroc. Pour les catégoriser, il y a des niveaux libres, tels que .com, .org, .biz, ou les niveaux restreints, comme .gouv ou .edu ou .mil pour les militaires. Et l'organisme chargé de la distribution de ces noms de domaine est américain. Il s'appelle ICANN, pour Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, relié au département du commerce américain. Et l'ICANN peut accorder ou non un nom de domaine, mais peut aussi le supprimer, rendant ainsi inaccessibles les ressources Internet du pays. Alors la prédominance de l'ICANN, américaine donc, a gêné de nombreux pays qui voient une atteinte à leur souveraineté, par exemple l'Inde, le Brésil ou la Chine. Depuis 2006, la Chine s'est affranchie de l'autorité de l'ICANN en créant son propre système de gestion de noms de domaine. Et d'ailleurs, avec 340 millions d'internautes, il y a déjà plus d'internautes chinois qu'américains. Jusqu'à cette année, 2010, les noms de domaine n'utilisaient que des caractères latins. Et lors du forum sur la gouvernance d'Internet en novembre 2009, l'ICANN, donc les États-Unis, ont autorisé les adresses web en alphabet non latin pour laisser se développer les noms de domaine en caractères multilingues. Ainsi, les internautes arabes, chinois ou russes, ou d'autres, bien sûr, auront accès à des adresses Internet dans leur propre langue. Il faut bien voir que derrière ces questions linguistiques se cache toute une dimension économique. Ce secteur des nouvelles technologies de la communication et de l'information, ce secteur de l'Internet, est tout à fait stratégique et a d'ailleurs été l'un des moteurs de la croissance américaine depuis 20 ans. Pour bien le mesurer, il suffit de consulter le classement du journal Fortune pour l'année 2009. Les 5 entreprises les plus profitables dans les services Internet en 2009 sont américaines. Google, Amazon, Liberty Media, eBay, Yahoo. Parmi les 6 géants des télécommunications, qui sont donc fournisseurs d'accès Internet, 2 sont américains, AT&T et Verizon Communication. Les 2 plus grandes entreprises mondiales dans la fourniture de logiciels d'entreprise sont américaines. Il s'agit de Microsoft et d'Oracle. Alors on voit bien que Internet est un espace mondial d'échange, mais aussi de rivalité, dans lequel se côtoient des États, des entreprises, des organisations et des individus. Et dans cet espace se joue le contrôle des flux, la mise en place de normes, la sécurisation des échanges et même la diffusion de modèles de pensée. Le caractère ouvert et sans territoire d'Internet se prête difficilement à l'établissement de régulations proprement nationales, le risque étant d'aboutir à une fragmentation d'Internet
en plusieurs réseaux séparés. Donc au moins deux menaces existent. Des pays comme la Chine sont déjà entrés dans une logique de web fermé, contrôlé, en bloquant des sites aux internautes, intérieurs ou extérieurs au pays. Deuxièmement, cette chaîne de l'information est facilement et librement modifiable, on le sait. Dit autrement, on peut produire, diffuser, corrompre ou détruire des données et des informations. Donc, désinformation et criminalité ont émergé avec ce développement incroyable du web, et c'est un défi pour la sécurité des États. Eh bien, dans un prochain numéro, je vous parlerai des dimensions politiques et criminelles de l'utilisation d'Internet. Alors, si vous voulez approfondir les pistes ouvertes par cette émission, vous pouvez lire le Que sais-je, les 100 mots de l'Internet, le dossier Les manières de voir de janvier 2010, Internet, la révolution culturelle, et puis le magazine thématique de l'actualité scientifique consacre tout un numéro à l'ère d'Internet et aux enjeux d'un réseau global.